13 octobre 2022, le port, La Réunion. À quai, la silhouette d'un géant des mers de 134 mètres de long se profile. Il s'agit du SA Aguilas II, le deuxième plus grand navire océanographique au monde actuellement en exercice. Ce bateau sud-africain, affrété par les explorations de Monaco pour sa nouvelle mission dans le sud-ouest de l'océan Indien, est arrivé au petit matin en provenance de l'île Maurice. Après des vérifications techniques, le navire prend la mer. La mission Océan Indien peut enfin débuter. Un périple qui va l'amener à parcourir plus de 10 000 milles marins en 2 mois, du Cap au Cap, en passant par Maurice, La Réunion, Aldabra, les Seychelles, Saint-Brandon et à nouveau Maurice. Il est 20h. Sur le navire, les premières opérations scientifiques débutent. L'un des 8 projets, l'équipe MADCAPS, notamment en charge de l'étude des microplastiques, se prépare à déployer son filet Manta en plein océan. Premier test en conditions réelles, premier réglage, il faut s'adapter à la météo et à l'environnement technique du navire. Dans les couloirs du SA Aguilas II, les 20 étudiants du Master Sciences de l'Univers, Environnement et Écologie, dispensés par Sorbonne Université, et du Master européen IMBR-C, découvrent le navire. Ils ont rejoint 10 jeunes étudiants des Seychelles et de Maurice embarqués à Port-Louis et sont 30 au total à être présents à bord pendant la première étape de la mission. Une opportunité unique pour cette jeune génération de chercheurs de se former à la science de terrain, au contact de scientifiques plus expérimentés, lors d'opérations techniques et scientifiques auxquelles ils vont prendre part. Petit à petit, chacun trouve ses marques, ses repères. On a l'impression de faire partie d'une équipe scientifique. Les instruments qu'on utilise, c'est des choses qu'eux, ils utilisent en pratique. Et donc pouvoir être dans cette ambiance-là, pouvoir toucher les choses de nos mains, c'est très gratifiant. Un peu plus tard dans la matinée, Hervé Claustre et son équipe commencent à préparer avec les étudiants leur robot flotteur profileur, des appareils très perfectionnés, calibrés et programmés pour prendre le pouls de l'océan entre la surface et 2000 mètres de profondeur. Chaque flotteur est décoré et signé par les étudiants de l'école. Au même moment, l'équipe du Conservatoire mondial du corail s'affaire au montage des bacs de réception des futures colonies de coraux vivants qui vont être prélevés à Aldabra. Et là, on installe, en fait, selon le plan qu'on a mis en place, l'électricité pour ensuite pouvoir brancher tous nos appareils. Nous retrouvons ces étudiants dans le poop deck, prêts à suivre le premier déploiement à l'eau de la bâtissonde, connue également sous le nom de CTD Rosette. Cet équipement plus traditionnel permet d'acquérir des mesures de référence et de calibrer les différents capteurs de pression, salinité, oxygène ou de température des robots profileurs juste avant leur déploiement. 2 heures après sa mise à l'eau, la CTD remonte et les chercheurs peuvent commencer les prélèvements d'eau des 24 bouteilles présentes sur l'instrument. Une fois la rosette remontée, l'équipe du laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer entame le déploiement de 4 de ces flotteurs BGC Argo. La tension est à son maximum. Là, ils vont plonger jusqu'à 1000 mètres. Leur but, c'est de mesurer les propriétés de l'océan. Donc, il y a des propriétés qu'on mesure depuis assez longtemps, selon la température et la salinité des eaux. Donc, maintenant, on mesure le pH, l'oxygène, produite par la photosynthèse. On mesure aussi la pénétration de la lumière. Donc, on mesure toute une série d'indicateurs qui nous renseignent sur l'état de santé de l'océan et son évolution en cours, et puis qui permet d'avoir ce qu'on appelle une baseline pour avoir des références et pour mieux indiquer les changements qui sont en cours. These are surface drifter drones, as they call them. They're buoyant, so when we throw these into the water level will probably rest there, and these will bob up and down and move with the surface current. And every hour, this relays its location. So if it moves in the water due to surface current, that will be an indication of how fast the water is moving to move it around. Les opérations s'enchaînent.
So we're going to go from 500 meters, and then we're going to do transects of 250 meters, and we're going to gradually move up, and we're going to try and see with the vessel movements how close we can go to the island. C'est maintenant au tour du filet Multinet d'être déployé dans l'océan Indien. Un multinet, c'est un instrument qui nous permet de prendre des filets à plancton à différentes profondeurs. Celui-là est programmé pour commencer à s'enclencher à 900 mètres et de récupérer 9 échantillons de plancton au fur et à mesure qu'ils remontent. L'école embarquée sur le navire constitue un moyen privilégié de connecter différents savoirs disciplinaires en mobilisant et en ordonnant des connaissances théoriques pour répondre aux problèmes concrets rencontrés. Les étudiants échangent avec les équipes scientifiques et profitent des interventions des responsables de projets, techniciens, opérateurs impliqués dans la mission. Donc ça nous permet de faire un travail dans des conditions vraiment super, de faire des prélèvements vraiment intéressants. Et ils sont confrontés à la réalité terrain. Et ça, c'est super important dans la formation. C'est qu'on a un plan d'échantillonnage. Il n'y a pas de chance, la CTD est tombée en panne. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Comment est-ce qu'on fait pour réagir? Et surtout pour ne pas perdre les données. On leur donne comme tâche de préparer une campagne océanographique. Et ce qu'ils vont nous présenter, c'est leur projet pour une campagne océanographique sur différents thèmes. On s'est divisé en plusieurs groupes, par exemple groupe 2, groupe 3. Et on a des shifts de 6 heures. Donc, par exemple, là, moi, je suis dans ma ronde et je fais 14-8 heures. Il est 2h30 du matin et nous retrouvons les équipes de la CTD et des flotteurs, ainsi que quelques étudiants venus leur prêter main forte. Après une longue nuit d'opération, les scientifiques noctambules ont droit à une récompense unique. Un lever de soleil en plein océan Indien. Vous allez refaire 2h-8h. Voilà, mais donc il y aura peut-être un meilleur lever de soleil. Pendant les 2 mois de navigation, le SA Agula 2 tourne à pleine puissance. Les équipes se relaient jour et nuit pour réaliser un maximum d'opérations scientifiques. La mission Océan Indien a nécessité une longue préparation en amont. Son chef de mission, Gilles Besséraud, nous explique toute cette période. C'est un peu la singularité des explorations de Monaco, puisque contrairement à la plupart des organismes de recherche qui emploient ce genre de bateau, nous n'avons pas de capacité propre de recherche. Nous sommes plutôt là dans un rôle de facilitateur, réunir des moyens et les mettre à la disposition de scientifiques pour atteindre des objectifs répondant aux préoccupations de la principauté de Monaco et répondant aux engagements que le prince Albert II de Monaco prend devant la communauté internationale pour assurer la protection de l'environnement marin et un océan en bonne santé. Tous les matins, le capitaine et le chef de mission se rencontrent pour réaliser un briefing de la journée, discuter des potentielles difficultés et trouver des solutions. Après ces premières journées de navigation en plein océan, la Terre n'est désormais plus très loin. Les frégates et les fous à pied rouge viennent survoler le navire en dignes ambassadeurs de l'atoll d'Aldabra. Plusieurs scientifiques se préparent au débarquement. Une équipe de plongeurs et plongeuses du Conservatoire mondial du corail monte à bord d'une embarcation pour effectuer sa première plongée dans les eaux d'Aldabra. Son objectif est de ramener sur le bateau des colonies de coraux soigneusement sélectionnées. Une fois remonté à bord, l'équipe se charge d'identifier chaque colonie de corail avec précision à l'aide d'une puce électronique et d'un code-barre. Un véritable passeport qui permettra de tracer par la suite chacun des échantillons. Les colonies sont installées dans les cuves prévues à cet effet sur le pont 3 du navire pour les maintenir dans des conditions optimales avant leur transfert à terre à Port Victoria aux Seychelles, puis vers la France. On va répartir les coraux qu'on a récoltés à Aldabra, les répartir dans 4 aquariums publics et ça va nous permettre de voir dans quelles conditions on arrive à maintenir ces coraux. Et si tout ça fonctionne bien et qu'on arrive à vraiment maintenir ces coraux en vie, à les faire grandir comme c'est l'objectif, et ben après on pourra multiplier ces missions pour essayer d'arriver à l'objectif qui est de créer vraiment cette arche de Noé des coraux, s'appuyant sur le réseau des aquariums en France, en Europe et dans le monde. Inspirateur et guide de cette nouvelle mission des explorations de Monaco dans l'océan Indien,
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco arrive à Aldabra le 24 octobre pour se rendre compte de la situation de ce site naturel exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un atoll extraordinaire, c'est un des plus grands au monde, c'est vraiment un hotspot de biodiversité. Mais déjà avec ce qu'on a pu voir, et sur la partie terrestre et bien sûr sur la partie marine, c'est vraiment ce sont des écosystèmes tout à fait remarquables. Tous les efforts qui sont faits, ce qu'on nous a présenté, d'abord pour mieux les connaître, pour qu'il y ait de la recherche scientifique, et pour pouvoir mieux les protéger surtout. Le prince souverain est accompagné avec la délégation monégasque de Flavien Joubert, ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement des Seychelles, ainsi que du ministre de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, qui nous explique l'intérêt et l'importance de cette visite diplomatique. Pour nous, c'est extrêmement important de continuer à développer des relations avec des personnalités, des États et aussi des organisations qui font la science et le travail au niveau de la conservation de l'environnement. Mais surtout que Monaco va nous aider à rencontrer d'autres partenaires qui pourront nous rejoindre et nous cherchons une collaboration très large. Une visite marquée par la signature d'une lettre d'intention entre la Seychelles Iceland Foundation, le Centre scientifique de Monaco et l'Institut océanographique pour une collaboration scientifique dans le cadre du Conservatoire mondial du corail. Lorsque Monseigneur se déplace, il est important en soi, mais aussi symboliquement, qu'il puisse venir ici, dans cette recherche, dans cette station de recherche d'Aldabra, pour apporter son soutien à la Seychelles Island Foundation. Après une journée consacrée à l'exploration de l'île et à des discussions sur les actions communes à mettre en œuvre avec la Seychelles Island Foundation et le gouvernement séchellois, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco se rend à bord du SA Aguilas II le 25 octobre en fin d'après-midi. Au menu, visite des installations et des laboratoires, rencontre avec l'équipage et les différentes équipes de recherche et participants à la mission, présentation des projets scientifiques et artistiques. Un moment d'échange convivial au plus près du terrain, à l'écoute et à la rencontre de chacun. Derniers échanges pour le Prince Albert II avec les étudiants avant de rejoindre Mahé, puis à l'île d'Assomption où l'attend une rencontre avec le président de la République séchellois. Il s'agira de la conclusion de ce déplacement princier aux Seychelles, empreint d'enseignements et riche de promesses pour l'avenir. Les accueils de scolaires lors des escales ou l'inauguration de l'aire marine éducative de l'île Curieuse dans le cadre du projet Paréo sont autant d'actions de médiation et de sensibilisation destinées à une gestion durable des milieux naturels. Le SA Aguilas II se dirige à présent vers une autre destination, le banc de Saya de Mala, dont l'étude est le deuxième temps fort de l'expédition. De nombreux scientifiques ainsi que l'école embarquée ont débarqué à Mahé pour laisser place à une nouvelle équipe. Sur la route de Saya de Mala, les nouvelles équipes montées à bord sont déjà à pied d'œuvre. Menées par l'Institut de recherche pour le développement en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et d'autres organisations associées, le projet de prospection de la biodiversité benthique et de l'écosystème pélagique sur le banc de Saya de Mala s'effectue également avec des ressortissants des Seychelles et de Maurice aux compétences variées. C'est grand, surface de la Suisse ou de la Belgique. C'est ancien, c'est un banc qui, point de vue histoire géologique, date de l'ouverture de l'océan Indien. C'est un truc qui a 55 millions d'années et qui est donc à l'écart d'autres terres émergées ou d'autres terres, on va dire, subémergées. On arrive même difficilement à les cartographier parce qu'il y a finalement peu d'eau, les navires océanographiques n'osent pas aller au-dessus du banc et c'est vraiment en plongée qu'on a la meilleure vision de ces bancs. L'intérêt scientifique d'aller échantillonner sur Saya de Mala, c'est un, au fond, donc c'est un banc
qui est complètement aussi submergé, mais qui est à faible profondeur et qui est complètement isolé dans l'océan Indien. Donc en termes de biogéographie, de centre d'endémisme, c'est des questionnements qu'on avait depuis longtemps, de pouvoir échantillonner ces zones-là pour ensuite pouvoir répondre à des questions scientifiques sur la biogéographie dans l'océan Indien, les dispersions et la connectivité de certaines espèces. Précieux sésame de la connaissance, les échantillons d'animaux ou de végétaux benthiques récoltés sont méthodiquement triés après chaque récolte, puis classés par grandes catégories et enfin examinés plus en détail avant d'être conditionnés dans l'alcool, le formol ou l'azote liquide. À l'issue de la mission, ils feront l'objet d'analyses et de recherches plus approfondies en laboratoire. Après une halte à Saint-Brandon, où le même type d'investigations ont été menées à la demande du gouvernement mauricien entre le 18 et le 19 novembre, le SA Agulhas II accoste à Port-Louis le 20 novembre 2022 au terme d'un périple de plusieurs milliers de milles nautiques. On connaît dans les océans, on a inventorié, caractérisé, décrit, nommé 242 000 espèces marines. Voilà. Donc plantes, algues, poissons, invertébrés. On pense qu'il y en a probablement de l'ordre de 2 millions. Donc on est loin d'avoir fait le compte. Et évidemment, des missions comme Syed Mallah sont au centre du progrès des connaissances de l'inventaire de la biodiversité marine. That's a big challenge. Mauritius has quite a lot of acidic, but Seychelles is totally associated, obviously. And when you take the case of this expedition, it was an excellent site for investigation, and we need the accurate data. Now the question was, how would it work at operational level from the scientists or fishermen? That was something that we have tried to experiment during this expedition. Les résultats scientifiques issus de cette mission contribueront à déterminer si sa situation nécessite, à moyen terme, une attention particulière et, dans l'affirmative, à identifier les mesures de gestion à envisager. C'est cette capacité que la petite principauté de Monaco a de rassembler, de fédérer autour de soi, de catalyser une meilleure réflexion, une meilleure action pour l'avenir de notre planète. Et effectivement, ça combine la science, la médiation vers le grand public, mais aussi une conviction vers les entreprises avec une influence politique certaine. Ces préconisations seront portées au plus haut niveau par son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, porte-parole des scientifiques et fervent ambassadeur de l'océan auprès des grandes instances internationales. Je crois que c'est absolument essentiel d'encourager, de soutenir, de favoriser la recherche dans quelques domaines que ce soit qui est lié aux sciences, bien sûr, de l'environnement. On a de plus en plus d'informations, et d'informations fiables, si vous voulez. Mais tout cela, c'est pour une meilleure compréhension de tous ces mécanismes naturels pour qu'on puisse aussi mieux préserver notre planète. No.